Bienvenue au panel politique à Louis Blouin, Marie Vastel, Hugo Lavallée ce soir. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. On va parler encore de Nordvolt. Je dis encore parce que j'ai l'impression que ça fait plusieurs fois dans le panel qu'on aborde ce dossier-là et on n'a pas fini. Aujourd'hui, en fait, c'est le gouvernement qui répète depuis des mois que le méga projet de batterie pour véhicules électriques n'a pas bénéficié d'un processus d'autorisation accéléré pour pouvoir s'installer plus rapidement sur le terrain qui est situé sur la rive sud de Montréal. Il se défend d'avoir changé les règles pour que Nordvolt puisse éviter un BAP, un bureau d'audience publique en environnement. Ça, c'est l'examen qui vise à consulter la population. Le ministre Benoît Charette admet aujourd'hui que le projet ne se serait pas réalisé ici. Si l'entreprise serait partie ailleurs, là, elle aurait... Dans le fond, elle ne voulait pas se soumettre à cet examen-là qui peut prendre jusqu'à 18 mois. Essentiellement, c'est ça. Puis si on lui avait imposé ça, l'entreprise serait allée dans un autre pays. C'est ce que nous dit le ministre. Ici au Québec, on se dote d'une procédure qui est en partie aléatoire et qui ne permet pas de donner de signaux avant 18, sinon 24 mois, ce qui est souvent le cas avec un BAP. C'est bien certain qu'une entreprise internationale comme Nordvolt va se laisser courtiser par d'autres et ultimement retenir un autre site pour implanter son usine. Donc, c'est un frein, le BAP? Ce n'est pas un frein, c'est un outil qui est nécessaire en autant qu'il demeure prévisible. Marie, en fait, il ne voulait pas dire qu'effectivement, c'est un frein pour les entreprises, même si le gouvernement le constate. Là. Que pensez-vous de sa déclaration? Bien, c'est une stratégie intéressante de la CAQ. Je pense qu'on essaie probablement d'apaiser un peu le climat parce que, visiblement, les préoccupations ou les inquiétudes à l'égard du projet Nordvolt ne sont pas en train de se calmer. Pas les audiences publiques, mais les assemblées publiques qu'on a vues récemment, les citoyens, eux aussi, avaient des préoccupations. Donc, on tente visiblement d'essayer de calmer le jeu, d'expliquer peut-être un peu mieux les raisons pour lesquelles il n'y a pas eu de BAP, mais en même temps, le ministre avoue pas mal ce qu'on pensait. C'est beau de dire on n'a pas changé les règles, mais si on les a conçues sur mesure pour une nouvelle industrie afin de s'assurer que cette industrie-là s'implante au Québec, ça revient un petit peu au même. Cela dit, ces arguments de prévisibilité, d'échéancier serré pour être compétitif à l'échelle internationale sont peut-être valables. On les a déjà entendus pour d'autres projets, pour d'autres industries dans le passé. Mais le ministre n'a pas tellement expliqué aujourd'hui pourquoi on n'aurait pas pu faire un BAP accéléré, pourquoi on n'a pas été transparent depuis le début, ce qu'on dit depuis longtemps. Là, je suis d'accord qu'on parle beaucoup du BAP, moi aussi, de Nordvolt, moi aussi, mais ce qu'on dit depuis le début, c'est pourquoi ne pas être transparent, pourquoi ne pas faire la pédagogie de ces prises de décision-là. Ça arrive peut-être un peu tard aujourd'hui. Et ce que je trouve surtout du gouvernement, plus ça va, c'est qu'on a l'impression qu'on fait de la consultation, oui, mais un peu pour la forme. Quand il y a des préoccupations, des questions, on parle de militants journalistes, de militants environnementalistes, même les citoyens, on n'a pas l'air de les prendre au sérieux tant que ça. Si le gouvernement est convaincu là, du bien fondé de son projet, pourquoi est-ce qu'il a peur à ce point-là d'expliquer et de répondre aux préoccupations? Je me l'explique mal. Puis d'ailleurs, celui qu'on avait surtout entendu depuis le début dans le dossier, c'était plus le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon. C'est comme si les déclarations de Benoît Charette étaient passées un peu inaperçues comparativement à celles de M. Fitzgibbon. Avez-vous l'impression, Hugo, que le gouvernement va finalement réussir un jour à se défaire de la perception que l'économie prime sur l'environnement? Parce qu'il est comme pris avec ça en ce moment-là. Bien, disons que ce n'est pas le dossier de Nordvolt qui va l'aider à atteindre cet objectif-là, parce que la réalité, c'est que depuis le début de son mandat, à tort ou à raison, hein, on a toujours l'impression, quand il est question d'environnement, que la CAQ part avec une prise contre elle. Et là, bien, c'est comme si, dans ce cas-ci, on s'était dit, c'est un projet vert, ça va aider le Québec à réduire ses GES, ça contribue à l'électrification des transports, donc ça y est, la case est cochée. Mais on voit que ce n'était pas uniquement une question de la nature même du projet, c'est beaucoup dans la manière. Et effectivement, ce qui s'est dégagé d'un peu tout ça jusqu'ici, c'est que on était prêt à bien des accommodements pour faire en sorte que l'entreprise s'établisse ici, qu'on était prêt même un peu à contourner les règles d'une certaine manière, ou en tout cas à les adapter, mais qu'on ne voulait pas l'avouer en autant de mots. Et là, aujourd'hui, pour la première fois, en tout cas, au moins, ça a le mérite d'être un peu plus clair. Là, M. Charette qui fait clairement l'équation BAP égale pas Nordvolt, bien,
d'une certaine manière, ça fait en sorte qu'on comprend peut-être un peu mieux l'intention de départ, mais on comprend mal pourquoi il ne l'a pas expliqué ainsi plus tôt dans le processus, parce qu'on essayait de nous faire croire que c'était un projet comme les autres. La réalité, c'est que c'est bien difficile de penser que c'est un projet comme les autres. C'est très, très rare qu'un gouvernement, en fait, que les deux gouvernements se disent prêts à investir plus de 7 milliards de dollars à terme dans un projet comme ça qui va avoir des retombées très importantes, projet que le gouvernement lui-même décrit comme étant le plus significatif de l'histoire industrielle du Québec. Alors, c'est un petit peu difficile de réconcilier tout ce discours-là sur le caractère exceptionnel du projet, mais le fait qu'en même temps, c'était un projet qu'on traitait comme les autres. Et le gouvernement, effectivement, comme Marie le disait, avait des arguments à faire valoir. Il y aurait quand même eu un débat, de la controverse sans doute, mais me semble-t-il qu'il aurait gagné à dire les choses aussi clairement dès le départ et probablement que ça aurait changé un peu la dynamique du débat auquel on a assisté jusqu'à maintenant. C'est ça, ça aurait pu commencer déjà en décembre, peut-être, de préparer le terrain au niveau de la communication. Ceux qu'on voit moins, Louis, c'est au gouvernement fédéral, qui a pourtant financé en partie le méga-projet, là, qui a été très impliqué, même d'ailleurs, dans les négociations. Mais on dirait que du côté du gouvernement Trudeau, on les entend moins. Là. Est-ce que c'est parce qu'ils veulent se tenir loin de la chaleur et que ce soit tout Québec qui l'absorbe? Bien, on peut présumer effectivement qu'on ne veut pas nécessairement venir en ajouter une couche du côté du gouvernement fédéral. Je vous dirais que selon les gens à qui j'ai parlé de ça aujourd'hui ici à Ottawa, on n'avait pas vraiment prévu ce qui est en train de se passer. Le diagnostic qui est fait au fédéral, c'est qu'il y a eu un problème de message, de communication. Effectivement, on se demande pourquoi on n'a pas été pleinement transparent depuis le départ. Et bon, ils ont peut-être un peu raison de se tenir loin parce que des évaluations environnementales comme celle-là relèvent vraiment du niveau québécois. Le fédéral n'a jamais considéré de vouloir faire une évaluation environnementale. Alors clairement, on ne va pas s'en mêler, mais on dit il y a un problème de message là-dedans. Il y a un problème aussi dans la comparaison. Et ce qu'on soulignait cet après-midi, c'est quand on regarde ce qui est en train de se passer en Ontario, le grand projet de Volkswagen, par exemple, on n'en entend pas parler. Non. Il faut construire des routes pour cette grande usine-là de Volkswagen. Il faut élargir une autoroute. Il va y avoir un stationnement d'1,3 km², nous dit-on, puis il n'y a pas eu de problème en Ontario. Alors, c'est sûr que pour le gouvernement québécois, la comparaison, elle n'est pas très flatteuse en ce moment, alors que M. Legault aime se comparer à l'Ontario pour le développement économique. Alors, tout ça vient peut-être pincer un endroit qui fait un peu mal. Mais pour en revenir à la manière dont tout ça a été vendu, effectivement, si ça avait été plus transparent dès le départ, là, le problème, c'est qu'il y a peut-être un lien de confiance qui est brisé avec la population. Est-ce qu'on a essayé de nous cacher des choses? Est-ce qu'on a voulu nous prendre pour des imbéciles? Alors là, le problème que ça crée, c'est pour le futur. S'il y a d'autres projets du gouvernement caquiste, on parle de projets énergétiques, peut-être de barrages éventuellement avec Hydro-Québec, etc. Alors, ça peut rester dans l'esprit de la population québécoise. Est-ce qu'on est en train de nous dire tout ce qu'on devrait savoir du point de vue environnemental de ce point de vue-là? Puis ça risque aussi peut-être de créer un précédent pour les futures entreprises, là, des méga-usines comme ça de l'international qui seraient peut-être intéressées à venir s'installer au Québec. Monsieur Charette nous disait aussi qu'il veut d'ailleurs rendre le BAP plus efficace sans nécessairement trop assouplir les règles. On l'écoute à nouveau. C'est quelque chose qu'on avait indépendamment de la filière batterie. C'est un chantier qu'on a amorcé au ministère il y a quelques mois maintenant. On sera en mesure là, prochainement de confirmer des modifications, non pas sur l'assouplissement des normes, mais de voir comment on peut accélérer ce processus-là. Parce que, Marie, pensez-vous que cette histoire avec Nordvolt risque de créer un précédent? Je veux dire, la prochaine multinationale qui va vouloir venir s'établir ici pour un projet pourrait dire « Ah, ben là, moi aussi, là, un BAP, là, c'est parce que là, on n'a pas le temps, puis il y a d'autres pays qui nous veulent. » Ben ou inversement, je pense que la crainte du gouvernement, elle est légitime, là, c'est qu'une compagnie, la prochaine fois, se dit « J'ai-tu vraiment le goût d'aller au Québec ou je vais me faire rentrer dedans? » par soit des citoyens ou des intervenants qui ne voudront pas de mon projet. Il y a ce risque-là aussi qui, je pense, est très, très, très... que le gouvernement de la CAQ a beaucoup à l'esprit, et même le gouvernement fédéral. C'est pas idéal là, pour une compagnie étrangère d'être accueillie de cette façon-là, à tort ou à raison. Donc, c'est sûr qu'il y a ce risque-là. Et encore là, j'écoute le ministre Charette nous dire...
il y a des mois qu'on pense à ça. C'est pas nouveau. C'est pas à cause de Northvolt. On a envie d'améliorer ou en tout cas d'accélérer le processus du BAP. Mais encore là, pourquoi ne pas nous l'avoir dit avant? Parce que là, ça survient après tout ce qui s'est produit, après toutes ces semaines de questions, de doutes qui se sont installés dans l'esprit des gens. Tout ça a été fait un petit peu tout croche, franchement, et je ne comprends pas pourquoi ce gouvernement-là n'a pas vu venir la chose. À la limite, pas vu venir dès le début, mais là, ça fait des semaines qu'on en parle et qu'on a vraiment l'air de s'entêter à penser ceux qui sont contre le projet, c'est eux le problème, c'est pas nous, ça va arrêter, ça n'arrêtera pas. Et là, comme disait Louis, est-ce qu'il est un peu trop tard? Je ne dis pas que le projet n'aboutira pas, mais est-ce qu'il est un peu trop tard pour remettre le tube dans le... La pâte à dents dans le tube. Oui, la pâte à dents dans le tube, merci. Oui, puis ça alimente pendant ce temps-là la trame narrative pour les partis d'opposition qu'on écoute. Il y a encore beaucoup de questions sans réponse concernant le projet et ses impacts environnementaux. C'est important. Maintenant, comment s'y prendre plus mal que ce que la CAQ a fait? Comment casser tous les bris de confiance les uns après les autres? Le ministre est-il le cheerleader là, des projets économiques de son confrère, M. Fitzgibbon, ou est-ce qu'au contraire, il est celui qui a la mission de s'assurer de la protection de l'environnement? Hugo, on en parlait il y a un instant, là, ça peut aussi entraîner une perte de confiance généralisée dans les processus d'autorisation environnementale au Québec, là, avec ces déclarations-là. Oui, absolument. Et puis même si c'est un projet qui, en théorie, est approuvé par l'ensemble des partis politiques à l'Assemblée nationale, on voit que pour autant, on ne se rallie pas à la façon de faire du gouvernement. Sur la question du BAP, faut-il revoir ou pas la procédure? En fait, donc, le gouvernement a comme deux choix. Soit on garde la procédure actuelle, mais on assume qu'à l'occasion, il va falloir faire des exceptions parfois pour essayer d'aplanir certaines différences ou certaines difficultés. Ou sinon, bien, on revoit carrément la procédure, comme M. Charette le dit. Et là, bien, à ce moment-là, ça devrait s'appliquer à tout le monde. C'est la même chose, si on veut, avec les grands projets de transport en commun, entre autres. Le gouvernement nous dit, bien là, il y a trop d'écueils sur le chemin. Il faut trouver des manières de faire en sorte que ce soit plus efficient, plus efficace, que les projets voient le jour plus rapidement. Il y a toujours évidemment une question de dosage là-dedans. Dans le cas du BAP, est-ce que le processus est rendu trop lourd? Est-ce que c'est rédhibitoire pour des entreprises qui pourraient ne pas venir au Québec à cause de ça? Il y a peut-être des assouplissements à faire. En même temps, bien, ce qu'on gagne en temps, on risque de le perdre dans la qualité de la consultation, la qualité de l'évaluation. Alors évidemment, il y a des compromis à faire, mais on a l'impression qu'il n'y a pas de miracle non plus. C'est pas possible d'avoir une consultation qui soit exhaustive, mais qui soit ultra rapide à la fois. Et le gouvernement bien, essaie de naviguer à travers tout ça dans un contexte où c'est vrai que le gouvernement a raison là-dessus. Il y a quand même une forte compétition pour attirer des entreprises étrangères dans ce créneau-là particulièrement. Et là, bien, ça peut être à voir pour le gouvernement, effectivement, si, dans le fond, ce ne serait pas plus simple d'aller voir les procédures elles-mêmes et d'essayer à la base, les simplifier, avec le risque, toutefois, par contre, que ce soit vu comme un affaiblissement du régime environnemental et réglementaire. Alors, il y a une question de dosage ici. Ouais, si vous permettez, Véronique, moi, ce qui me frappe dans tout ça, à écouter Hugo, c'est que pourquoi ce débat-là a-t-il lieu maintenant? Pourquoi n'a-t-il pas eu lieu d'emblée? Ça aurait pu être une question de semaines au départ d'avoir cette conversation-là franche, expliquer pourquoi on veut faire venir cette entreprise-là en mode accéléré, qu'il y a de la compétition, que c'est un choix de société qu'on est en train de faire. Voici ce qu'on veut faire. Alors que là, ça finit par traîner pendant des mois. Donc, c'est là, à un moment donné, qu'il y a une espèce d'incohérence qui s'installe. Et quand le gouvernement est rendu à chercher lui-même à contourner, entre guillemets, ses propres processus, bien forcément, ça soulève des questions sur les processus eux-mêmes. Et surtout que, comme le démontraient les extraits de l'opposition, il n'y a pas grand monde qui conteste le bien fondé du projet en tant que tel ou de voir le Québec se lancer dans la filière des voitures électriques et plus précisément, dans ce cas-ci, des batteries de voitures électriques. Même Stephen Guilbeault, le ministre fédéral de l'Environnement, un ancien militant lui-même environnementaliste, voit le potentiel là, de cette filière-là et du projet, ce qui rend toute la manière de gérer ce dossier-là d'autant plus dommage pour le gouvernement parce qu'il n'y a personne qui rejette d'emblée le projet. Sauf que là, plus ça va, plus il y a des gens qui se posent des questions sur le projet.
C'est un peu le supplice de la goutte, là, parce que chaque jour, il y a des nouveaux articles sur Nordvolt. Il y a toujours quelque chose qui sort, finalement. Mais là, on va parler d'un autre sujet. Peut-être en terminant, Louis, je voulais revenir à ce que vous nous aviez dit un petit peu plus tôt dans le bulletin. Là, c'est CBC, nos collègues qui ont appris que le gouvernement fédéral va recommencer à financer l'UNRWA. Ça, c'est l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Vous nous disiez d'ailleurs que le financement avait été suspendu après qu'il y avait des allégations qui circulaient comme quoi des employés étaient impliqués dans l'attaque du 7 octobre en Israël. Donc, qu'est-ce qui explique ça, Louis? C'est à la lumière des dernières informations, finalement, on a cru la version de l'agence. Qu'est-ce que vos sources nous disent? Selon nos collègues de CBC, il y a des représentants du gouvernement qui ont consulté les rapports préliminaires de l'ONU, qui ont enquêté sur ces allégations du gouvernement israélien sur ces 12 employés là, qui étaient visés. Et selon ce qu'on a lu là-dedans, on dit, ben voilà, on est à même de pouvoir reprendre le financement. Comprenons qu'il y a cette partie-là, mais il y a aussi un aspect qui est très concret en ce moment, c'est les images qui viennent du terrain à Gaza. On a vu les enfants affamés ces dernières heures, des images qui sont percutantes, qui arrachent le cœur, la situation humanitaire qui est vraiment intenable sur le terrain. Alors, politiquement, ça commençait à devenir de plus en plus intenable pour le gouvernement Trudeau s'il avait décidé de ne pas aller de l'avant avec cette tranche de financement qui était prévue en avril pour l'Agence de l'ONU pour les réfugiés. Alors, on comprend. Et là, la Norvège disait aujourd'hui, il y a plusieurs pays là, qui sont en train de considérer à rétablir le financement. Alors, on a l'impression que le Canada veut peut-être s'inscrire là, dans ce concert-là de retour d'aide parce qu'à l'époque, on avait suivi la décision des Américains très, très rapidement de suspendre le financement en quelques heures. Et là, on veut revenir. Mais reste qu'on attend toujours l'annonce officielle, parce que ce matin, il y a une conférence de presse qui était prévue du ministre Hussein qui a été retardée. On ne sait pas quand pour l'annonce officielle. Alors, on verra bien. On comprend que peut-être le Canada essaie de s'organiser avec d'autres pays. Mais ça suggère, si je peux me permettre rapidement, ça suggère que le Canada a peut-être réagi un petit peu trop vite en annonçant qu'on ne ferait pas de financement à venir. Ça fait longtemps qu'Israël essaie de discréditer l'UNRWA, de faire couper son financement. Et ce qu'on voit, là, c'est que peut-être que dans le rapport préliminaire, il n'y avait pas preuve des allégations qui ont été avancées. Merci à vous trois. Merci Louis Blouin, Marie Vastel, Hugo Lavallée. C'était un plaisir. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.